Bonjour à toutes et à tous, je voudrais vous parler du Brésil. Le Brésil qui est l'objet de toutes les attentions de la presse française, du Monde en passant par le Figaro jusqu'à Libération. C'est dire que les élections sont très importantes puisque Bolsonaro est le dernier résistant. Le Brésil est le dernier refuge, un des derniers contre le mondialisme. Vous avez la Russie, mais la Russie c'est un cas à part. La Russie n'est pas un pays occidental, c'est un pays de race blanche, pays de la chrétienté, mais ce n'est pas un pays occidental. En Occident, et le Brésil fait partie de l'Occident, l'Amérique latine, c'est l'Occident. On l'oublie souvent, mais c'est l'Occident, c'est une Europe transplantée chez les Indiens des Amériques avec quelques Africains, beaucoup d'Africains même. L'Amérique latine, c'est l'Occident. Donc le Brésil est le dernier bastion de la résistance au mondialisme. Parce que le combat au Brésil, c'est le combat entre le monde d'avant, c'est-à-dire le monde où la famille est la cellule de base de la société, le monde où le délinquant est considéré comme tel et non pas comme un héros, le monde où l'État n'a pas à s'immiscer dans les droits de base, notamment le droit d'aller et de venir, le droit à l'expression. Voilà. Bolsonaro défend tout ça. Lula défend l'inverse de ça. Bon. C'est bien de le dire parce que quand on regarde la presse française, on a l'impression que Bolsonaro c'est le diable et Lula c'est l'ange. Non, Lula est une... Bon, je mesure mes mots. Lula est un voleur condamné plusieurs fois pour ça, est un voleur, est un corrompu, et il défend la destruction de la société brésilienne. Il a dit récemment qu'il n'y a aucun problème à ce qu'un voleur se saisisse d'un téléphone portable pour aller, et le revende dans le marché illégal pour aller boire une bière. Quand tu vois que tu te fais tirer dessus à Sao Paulo, en bas de chez moi, à cause d'un téléphone portable, lors d'une agression, il y a des gens, récemment, ils ont tué un type devant sa femme pour un téléphone portable, filmé par caméra et tout. Donc Lula défend ça. Lula te dit, bon, c'est juste un téléphone. Non, c'est pas un téléphone. D'abord, tu as travaillé pour l'avoir, hein. Tu l'as pas gagné au loto, et en plus, on te tue pour te voler ton téléphone. Voilà ce que c'est que Lula. Lula vient de dire, mais là, la presse française ne l'a pas répercuté, évidemment, il ne faut pas souiller la légende, que si tu veux frapper ta femme, battre ta femme, il faut le faire en cachette. Il l'a dit. Voilà, vérifiez, hein, Google. Voilà, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de doute. Un des enjeux de ce moment au Brésil, c'est le vote évangélique. Le vote évangélique qui, contrairement à ce qu'on croit en France, n'est pas forcément à droite. Il est à droite en majorité, mais il n'est pas intégralement à droite. Les évangélistes ne sont pas des islamistes français. Ils ne votent pas Mélenchon. Les évangélistes sont des gens d'abord qui ne font pas beaucoup de politique. Alors de qui on parle? On parle d'à peu près de 20-25% du corps électoral au Brésil. C'est beaucoup. Ce sont des gens qui ne veulent pas de l'avortement, mais ils veulent bien du mariage gay. Vous voyez? On est quand même en Occident, sous les tropiques. Hein. Le Brésil, c'est pas le Hijaz, c'est pas le Qatar. Hein, le Qatar de nos amis homophobes qui vont faire la Coupe du Monde. Donc les évangéliques, ils sont paradoxaux. Ils n'aiment pas le sexe avant le mariage, mais souvent, et je sais de quoi je parle, ils le pratiquent quand même. Ce ne sont pas des fanatiques, parce que depuis Paris, depuis la rédaction du Monde, où je pense que même depuis en fait, j'ai l'impression que les correspondants des journaux français, des médias français au Brésil, ne vivent pas au Brésil. Ils vivent dans leur rédaction à Paris, entre eux. Donc, ce que leurs yeux voient, ils ne le voient pas. Donc, les évangélistes, ce ne sont pas des fanatiques, ce ne sont pas des salafistes. Ce sont des catholiques qui ont compris que l'Église catholique avait renoncé à la prédication, elle avait renoncé à Dieu, hein. Je m'excuse de dire ça, je ne veux pas choquer, mais je parle de l'Église officielle. Et ils se rabattent sur une foi traversée de capitalisme, qui aime l'argent, une foi vive, c'est vrai, une foi un peu dans le show-off, dans le spectacle, et une foi vivante, parce que personne n'aime la mort. Hein. Je suis sûr que si je vous donne un steak coupé le jour même, et un steak qui a 3 jours d'âge, qui commence déjà à devenir bleu, à bleuir, je suis sûr que vous n'allez pas vouloir manger la charogne. C'est ça les évangélistes. Ils vont là où il y a encore de la vie, là où l'Église est encore vivante et sent bon. Donc ces évangéliques-là, ce n'est pas des gens très politisés. Ils veulent sauver leur âme déjà à la base, et ils veulent réduire leur souffrance. Parce que dans des pays effondrés comme le Brésil, ce n'est pas encore le cas de la France, mais laissez encore quelques années,
D'ailleurs, je rassure ceux qui ont voté Macron, la France sera bientôt un pays effondré. Mais le Brésil, qui est un pays effondré depuis longtemps, tu as besoin d'être sauvé, tu as besoin de vivre sans te tirer une balle dans la tête. C'est-à-dire que tu as la drogue, tu as des enfants tu as tes enfants qui sont exposés à la drogue. Tu as une énorme pression sociale parce qu'il n'y a pas d'État-providence. Si tu perds ton job, tu es mort. Il n'y a pas il n'y a pas d'hôpital public, quoique. Ça dépend des régions, mais il n'y a pas de santé publique digne de ce nom, en tout cas de confiance. Tu as une énorme pression urbaine. Tu as des villes de 20 millions, 25 millions d'habitants. On est 22 millions à Sao Paulo. Ce qui fait que tu as des problèmes exacerbés, des problèmes inédits. Notamment la drogue. Moi, j'ai une copine qui vend c'est une vendeuse ambulante. Elle a un gosse qui a été chopé par la drogue, il a été happé par la drogue. Sauf qu'elle vit dans des conditions difficiles, elle ne peut pas se payer un psychologue ou une clinique de réhabilitation. On n'est pas chez les Kardashians ici, ou chez Will Smith. Eh bien, c'est l'Église qui a récupéré son fils et qui l'a guéri. L'Église évangélique, les églises, ce sont plusieurs, ce sont les plus grandes cliniques de réhabilitation, de désintoxication du Brésil. Mais comment tu vas désintoxiquer un type de la cocaïne ou de je ne sais quelle drogue? Par le fanatisme. Comment tu vas le récupérer? Parce qu'il faut l'exciter. Il faut l'exciter avec quelque chose. Tu ne vas pas lui dire, tu ne vas pas lui faire un traité de chimie, ou tu ne vas pas lui dire, s'il te plaît, arrête de fumer. Ben oui, son fils est devenu fanatique dans le sens où il se réveille à 5 h du matin pour prier. Il va à l'église tous les jours. Le dimanche, il le passe à l'église. Il ne parle que de Bible et de Jésus. Oui, ce n'est pas forcément agréable parce qu'il n'y a plus de conversation au-delà de tout ça. Mais je préfère un type azimuté par l'église, par la Bible, que par la cocaïne. C'est ça l'objectif de ces églises-là. C'est le psychologue du pauvre. Parce que le pauvre au Brésil, comme au Maroc d'ailleurs, il ne va pas chez le psy. Il n'a pas l'argent. Quand il commence vraiment à délirer, on le met chez le psychiatre, dans le service public, qui l'injecte. On en fait un zombie. Je ne veux pas attaquer les psychiatres, mais vous m'avez compris. Mais il y a des millions de cas qui n'ont pas besoin de psychiatrie. C'est juste être écouté. Et nous avons tous des névroses et ainsi de suite. Donc, la plus grande clinique de désintoxication du Brésil, le plus grand cabinet de psychiatrie et de psychologie surtout, s'appelle l'Église évangélique. Alors, il y en a des centaines, des milliers, parce que les églises ne payent pas d'impôts. Donc, c'est un business aussi. C'est là où je vais en venir, ce sera la fin du propos. Comme c'est un business, il y a toujours un côté politique. C'est-à-dire que tu vas financer d'un côté, tu ne vas pas cracher sur le politicien du moment. Donc, quand Lula est en hausse, les évangéliques ne crachent pas trop dessus. Et tu ne vas pas, et tu vas en même temps essayer de l'influencer. Sauf comme le pays est très grand, le Brésil, c'est l'Union européenne, hein, en taille. Comme le pays est très grand, tu n'as pas besoin de t'occuper des grandes choses, des problèmes de Brasilia, de la capitale fédérale. Est-ce que vous vous occupez des problèmes de Bruxelles? Moi pas. Je ne sais pas vous, mais moi, je m'en fiche de ce qui se passe à Bruxelles. Je devrais m'en occuper, mais bon. J'ai un certain dégoût pour la médiocrité, mais bon. La mienne en particulier. Mais bon, on devrait s'occuper de ça. Donc les Brésiliens s'occupent, les pasteurs évangéliques, les patrons des églises, les actionnaires des églises, s'en foutent de Brasilia. Enfin, pas tous, mais vous voyez, je veux dire, je parle de 80% de leur temps de lobbying, il est localement. Il est au niveau local, au niveau du maire et du gouverneur. Et là, il n'y a pas beaucoup de politique. Il y a des villes qui ont des maires communistes au Brésil qui roulent en Porsche. Ce n'est pas le problème. Au niveau local, il n'y a pas beaucoup d'idéologie. Il y a les autorisations de construire, les autorisations d'ouvrir le dimanche, il y a les histoires de flux de circulation. Tu me mets un feu rouge ici parce que ça bloque l'entrée de mon parking, ou tu me l'enlèves. Et là, il n'y a pas beaucoup de politique. Ce qui fait que le grand reproche que l'on peut faire au mouvement évangélique, c'est qu'il ne s'occupe pas de politique sérieuse, nationale. Tu ne touches pas à leur exemption fiscale, tu leur laisses tu les libères des impôts. Enfin, si tu veux les avoir sur le dos, tu leur dis, je te mets des impôts. Alors là, mais tant qu'ils ne paient pas d'impôts, ils sont tranquilles. Et c'est tout le défi de Bolsonaro, c'est de les déterminer, de les convaincre de sortir de chez eux, d'aller voter le dimanche 30 octobre. D'où tout un discours sur le sociétal. Parce que Lula défend l'avortement, il défend la persécution des religieux qui a lieu aujourd'hui au Nicaragua. Il a souvent insulté les catholiques et les évangélistes, ainsi de suite. Bon. Voilà, je voulais vous rendre compte un peu de ce qui se passe cette semaine au Brésil. Je pense
que Bolsonaro a encore des chances de gagner. Je pense que c'est du 50-50. Hein. Lula non plus n'est pas assuré de gagner. Parce que Lula est à son maximum. Et, il l'a pris au premier tour. Par contre, Bolsonaro n'est pas à son maximum. Beaucoup de gens de droite ne sont pas partis voter pour plein de raisons, que j'ai citées dans une autre vidéo. On verra, comme on dit chez moi, Inch'Allah. Mais si le Brésil tombe, il ne nous restera plus que la Russie. La Russie, d'une part, il n'y a pas de plage, en tout cas, il n'y a pas de plage chaude, il n'y a pas de cachaça, et la musique ne me semble pas très engageante, alors que la musique brésilienne, quand même, c'est autre chose. Voyez ça comme ça, enfin, je ne fais pas que raconter des bêtises aujourd'hui. Enfin, je ne veux pas corrompre le propos par de l'humour, mal placé souvent, je l'admets. Mais si il faut sauver le Brésil, parce que le Brésil, c'est l'Afrique. Si vous aimez l'Afrique, le Brésil, c'est une petite Afrique. Il y a 100 millions de Noirs au Brésil. 100 millions de Noirs au Brésil. Si le Brésil pourrait participer à l'Union africaine, s'il le voulait. Au même titre que le Maroc, d'ailleurs. Il y a plus de Noirs au Brésil qu'au Maroc. Hein. Mais nous sommes dans l'Union africaine, bien sûr. Tout comme l'Algérie. Le Brésil, c'est 100 millions de Noirs. C'est un pays Yoruba, Peul, tout ce que tu veux. Cafre du Mozambique, et plusieurs races africaines sont au Brésil. Donc il faut absolument que nous arrivions à conjuguer l'Afrique avec le succès. Et le Bolsonaro, c'est le début du succès. Je ne dis pas qu'il va pas... Le Bolsonaro, c'est un antibiotique. Il faut prendre l'antibiotique. Ce n'est pas l'antibiotique qui va te transformer en Miss Monde. Il faut autre chose. Il faut aller à la salle de sport et faire un régime. On n'en est pas encore là. Là, on a un virus face à un antibiotique. Ou une bactérie face à un antibiotique. Ben, je ne veux pas parler comme Olivier Véran. Je laisse la science aux gens sérieux, comme Mme Lacombe et Mme Schiappa. Allez, à demain.